Alors, je reçois un nouvel arrivant, Robert Dugas, qui est coordonnateur, je vais lire ton titre comme il faut, des loisirs, culture et communautaires de Petite-Rivière-Saint-François. T'en plein ça. Et vous connaissez le légendaire Pierre Landry qui vient nous parler du chœur polyphonique. Et une nouvelle personne que je n'avais pas croisée déjà, M. Christian Harvey de la Société d'histoire de Charlevoix. Donc, on va échanger sur différentes choses. Robert, tu es un nouvel arrivant. Eh oui. Très fraîchement arrivé, presque, là, de quelques mois. Presque. Oui, OK. Que fais-tu? D'où es-tu? Qui es-tu? Alors, j'arrive des Laurentides, j'arrive de Saint-Sauveur. Et je suis arrivé, j'étais instructeur de ski au Massif pendant 3 ans. Et j'ai décidé à ce moment-là de venir m'établir à Petite-Rivière-Saint-François. Et c'est là que j'ai acheté au mois d'octobre l'an passé. Je suis devenu ce qu'on appelle un riverain. Oui. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de faire l'emploi comme coordonnateur des loisirs pour la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Récréologue de formation, travaillé au moins 10 ans en loisirs dans différents comités. Et là, je reviens, dans le fond, à mes anciennes amours, parce que j'ai fait un petit virage à 90 un moment donné. Ah oui? Dis-moi où donc. j'ai travaillé dans le domaine bancaire pendant plusieurs années. Ah oui, OK. Non pas parce que j'aimais particulièrement, mais plutôt pour faire vivre ma famille. Alors, par les circonstances, je me suis retrouvé dans le domaine bancaire. Et là, quand j'ai pris ma retraite du domaine bancaire, c'est là que je suis devenu instructeur de ski au Massif par un pur hasard. Et ça m'a fait connaître à ce moment-là la région. Et c'est là que j'ai décidé là, de venir m'établir à plein temps. Donc, retraite sur retraite, dans le fond, tu restes un homme actif. Pour moi, l'emploi à Petite-Rivière-Saint-François, c'est un retour aux sources, mais c'est surtout... j'avais 2 objectifs quand je suis arrivé à Petite-Rivière-Saint-François. Un, je voulais m'impliquer au niveau de la municipalité. Et 2, étant donné que je suis une personne seule, ben, ça me permettait de rencontrer plein de gens. Oui. Et à ce moment-là, de rejoindre l'objectif premier qui était de créer des choses, de m'impliquer à l'intérieur de la communauté. Et puis, si vous me demandez si j'aime, j'adore. Oui. Alors oui, parce que quand on vient dans Charlevoix, quand on décide de s'installer, c'est parce qu'on a eu comme un petit accroche-cœur, là. Écoute, c'est le paradis, le monde, Charlevoix. Oui. C'est le paradis, Charlevoix. Ben, Toi, t'es arrivé plus tard aussi? Je suis arrivé en 2005. Ah oui, OK. Toi aussi, t'as choisi de venir... On a choisi, comme monsieur, on oui. a choisi Oui. Charlevoix. Oui. oui, j'ai vraiment choisi Charlevoix. Puis je te dirais que dans mon livre à moi, OK, c'est le plus bel endroit au Québec. Bon. Oui. Alors, c'est pas moi qui vais être contre. Mais sautons dans notre vif du sujet. Définitivement. Là, moi, je me souviens d'avoir vu passer des informations. Le 300e, il s'en vient des choses pour Petite-Rivière-Saint-François. Il y a eu cet été, en fait, en 2025, il y a eu le 350e hockey de Petite-Rivière-Saint-François. À ça était associé un ensemble d'activités, puis il y en a eu pour tous les goûts. Moi, si je fais un post-mortem, parce que c'est pas tout à fait terminé encore, il y a encore des événements d'initiatives locales là, qui sont en voie de se faire. Mais quand je fais un mini post-mortem, ça a créé un engouement, OK, comme tel au niveau de la municipalité. Et ça l'a vraiment souligné là, la tradition, les racines du village de Petite-Rivière-Saint-François. Et comme je te disais, au réseau répété, il y en a eu pour tous les goûts. Dis-moi, Christian, ce serait une bonne sujet pour une revue de la Société d'histoire, ça? Oui, absolument. On en avait fait d'ailleurs à l'époque, là, ça fait maintenant, je pense que ça doit faire 30 ans. Il y avait un numéro une partie qui était sur Petite-Rivière-Saint-François. Parce que ça, 350 ans, c'est la date de l'arrivée du premier habitant sédentaire dans Charlevoix en 1675. Alors, c'est installé à Petite-Rivière-Saint-François, et puis par la suite, bon, ça s'est mis un petit peu partout dans le reste de la région. Alors, c'est un événement important. Parce qu'avant ça, il y avait eu des gens qui
C'était installé de manière temporaire, mais le premier colon sédentaire, c'est à partir de 1660. C'était-tu un tremblé? Ah, ben oui, c'était des tremblés, des bouchards. Des tremblés, des bouchards, des Dufour, des Lavoie. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas compliqué. Hein? Tu demandes à quelqu'un comment tu t'appelles et Charles, attends, Bouchard. Ouais. Alexandre, OK, Dufour. Oui, c'est ça. Écoute, c'est ça. c'est vraiment typique à Petite-Rivière-Saint-François. Comment on s'acclimate quand on arrive comme ça? Bien, tu connaissais déjà la région, mais dans un poste où, là, tu as des activités organisées, tu as une vivacité à remettre peut-être présente au village. Là. C'était au départ l'intégration, OK? Parce qu'on s'entend que le mode de vie est complètement différent de Montréal à Petite-Rivière-Saint-François. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Petite-Rivière-Saint-François, c'est de voir Victor qui arrive sur la rue principale, qui est stationné dans le sens inverse, les portes ouvertes, puis il est en train de parler avec son chum. Je me disais, mais voyons donc. Mais c'est ça la vie de Petite-Rivière-Saint-François. Et où que tu t'en vas au Super C à Baie-Saint-Paul, OK? Puis là, toi, tu rentres, quelqu'un sort, puis il te souhaite bon Halloween. Alors, tu sais, c'est tout le côté, là, lien, communication. Tu sais, c'est vraiment, là, les racines, tu le vois, là, les gens sont très ensemble, quand tu parles à quelqu'un, fais attention parce que... Oui. Il peut y avoir ses parents, cousins, oui, c'est ça, là. Tout ça pour te dire que dans mon livre à moi, c'est la plus belle municipalité. Il y a une histoire incroyable, OK? Il y a la chapelle Maillard, quand tu regardes ça, tu regardes, comme disait M. Harvey, écoute, c'est fou, là. Les racines qu'il y a à l'intérieur de Petite-Rivière-Saint-François. Tous les villages le long du Saint-Laurent, tu sais. Oui. Écoute, c'était ça qui était, à l'époque, c'était ça qui était habitable aussi, tu sais. Avant de rentrer dans les terres, tu commences à t'installer le long des cours d'eau, puis tout ça. Mais c'était la seule façon de se communiquer. Oui, aussi, tu sais. Il n'y avait pas de chemin. Non, il n'y avait pas de chemin, fait qu'on embarquait dans notre petite pirogue, pas pirogue, mais notre petite chaloupe. En parlant de fleuve, de chaloupe, ça me fait penser à la pêche. Oui. Bon, y a-t-il un événement spécial qui s'en vient, là, bientôt, de l'Anguille, qui s'en vient. Le Festival de l'Anguille, c'est la fête annuelle, OK, à Petite-Rivière-Saint-François. C'est une fête qui est très traditionnelle. Les gens sont fiers, OK, à Petite-Rivière-Saint-François. Ils sont donc fiers, OK, de cet événement-là. C'est très populaire. Tu vois, le vendredi, le 14, on fait un bingo. Au début, je me disais, un bingo, bien, tu sais qu'il va y avoir quand même, on a déjà 100 inscriptions pour cette soirée-là. Okay. Alors, c'est très traditionnel, c'est une fête. Tu ne peux pas vraiment changer la formule, OK? Les gens se reconnaissent à l'intérieur du Festival de l'Anguille. Et à partir de ça, ben, je n'ai pas essayé de brasser la soupe. J'ai essayé plutôt de faire un événement qui est en relation avec le 350e, donc un côté historique à l'intérieur de ça. Et la fête de l'Anguille, ben, c'est la 50e année. Imagine. Alors, c'est quand même quelque chose qui a des bases, des racines très importantes. Est-ce que tu as déjà pêché l'anguille? Jamais. Est-ce que tu sais comment l'apprêter? Rien d'Ève et d'Adam de l'anguille comme telle. Oui. OK? Mais là, j'ai appris par la suite, à l'intérieur de mes fonctions, que c'était une activité commerciale très importante. OK? Et même que on parle de... Ils pêchaient jusqu'à 25 000 livres d'anguilles par année. Alors... Il y avait même une cannerie, OK, c'est à Baie-Saint-Paul, je crois. Et là, on importait là, à l'étranger carrément. C'était une activité qui était très importante. Quand tu regardes les photos, comme à un moment donné, j'ai eu un répertoire de photos, puis je regardais l'évolution de la ville
mais c'était directement relié avec la pêche de l'anguille et directement relié avec la construction de goélettes. Fait que, tout ça pour dire que le Festival de l'anguille permet de souligner une histoire de Petite-Rivière-Saint-François qui est quand même très important. Fait que dans les activités, c'est des activités quand même assez traditionnelles, dans le sens que on essaie de rejoindre les gens de façon à ce que ça soit une rencontre. Oui, une fête, mais que les gens soient là pour parler ensemble, communiquer ensemble, échanger ensemble. C'est une communauté, Petite-Rivière-Saint-François. Alors, c'est très important de faire quelque chose qui favorise cette communication-là. Est-ce qu'on va pouvoir goûter à cette fameuse anguille qu'il faut savoir apprêter, n'est-ce pas? Définitivement. Fait que tu vois, le vendredi soir, c'est le bingo. Le 14. Qui est le 14 novembre. Et le samedi, ben là, on a essayé de faire différentes activités. Alors, on a une initiation à la crosse, on a un spectacle pour enfants qui va se faire et qui se termine par, naturellement, le souper à l'anguille. On a fait 2 volets, c'est-à-dire qu'on fait un buffet michoui, puis on fait l'anguille. Parce qu'il y a des gens qui veulent goûter à l'anguille, puis il y en a qui mangent de l'anguille. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, mais moi, pour avoir eu la chance de l'avoir apprêté par un bouchard de Petite-Rivière, il faut savoir comment... Il y a une recette très spécifique et très traditionnelle. Il y a tout un... Il faut enlever la peau, en tout cas, c'est toute une affaire. Il faut savoir l'apprêter. C'est un rituel. Mais c'est excellent. Je peux vous dire à la maison que moi, j'ai été vraiment ravie. C'est très... C'est goûteux, mais c'est délicat aussi comme goût, puis c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est un poisson qui est très méconnu, selon moi. Très connu à Petite-Rivière-Saint-François, mais méconnu en général. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est une recette qui est perpétuée, qui est traditionnelle, année après année. Et il ne faut pas que tu la changes. C'est celle-là. C'est une sauce à l'oignon, au pain, blabla, qui s'accompagne à ça. Et c'est naturellement, habituellement, c'est quelqu'un de Petite-Rivière-Saint-François qui perpétue la recette. Alors, cette soirée-là, il y a effectivement... Et durant le souper, on ne fait aucune activité. Dans le sens que... On laisse les gens échanger. On laisse les gens échanger entre eux, parce que, comme je vous disais, on essaie de favoriser, de raffermir les liens, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux arrivants, à Petite-Rivière-Saint-François. Il y a les gens de la place, mais il y a des gens qui, comme moi, ont choisi Petite-Rivière-Saint-François. Alors, ça permet à ce moment-là d'échanger entre eux et de se connaître. Et à ce moment-là, de participer à l'activité. J'imagine qu'il faut s'inscrire. On n'arrive pas à la dernière minute. Je suis venu goûter l'anguille. Il reste encore quelques billets. Quelques billets. Parce que la capacité de la salle est de 180. Je vous dirais qu'on a presque atteint la vente totale, mais il en reste encore quelques billets. D'accord. Le coût est de 50 $ par personne. Et je vous dirais, ça va être une très belle soirée. J'en doute Parce qu'il va y avoir, entre autres, un orchestre qui va être là, les Funking Lama, qui se sont produits dans la région à plusieurs endroits, qui fait une musique traditionnelle. Dans le passé, ils ont essayé certaines formules, autres, ça n'a pas fonctionné. Les gens tiennent à ce que ça soit quelque chose qui est relié à la tradition de Petite-Rivière. Puis comme on pourrait dire, un bel ancrage dans l'histoire. On mange un repas traditionnel, on a de la musique traditionnelle, puis on échange entre nous, entre les gens qui sont des locaux et ceux qui sont des nouveaux arrivants. C'est très important. Mais jusqu'à maintenant, quelle est la réponse des nouveaux arrivants face à ces activités-là?
on essaie, OK, de plus en plus à s'adapter à cette réalité-là comme telle. Je vous dirais que mon arrivée a fait en sorte de, sans aucune prétention, mon arrivée a permis de faire un point central à l'intérieur de la municipalité et automatiquement de coordonner toutes les demandes des différents groupes. En réponse claire à ta question, c'est sûr que Petit-Rivière-Saint-François, c'est grand. C'est 21 km. Tu as le fief, tu as la Martine, tu as le village, tu as le Maillard, tu as le Club Med, la montagne comme telle. Alors, c'est des clientèles pas mal différentes, mais de plus en plus, les activités et le 350e, toutes les festivités du 350e, a permis à ce moment-là d'établir un lien, une synergie qui n'existait pas. Et là, on essaie de poursuivre dans le même chemin. Merci. Ça fait plaisir, ma chère. Monsieur Dugas. Non, Robert. Merci. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Je pense qu'on va sûrement se recroiser. On va sûrement se recroiser pour d'autres événements qui s'en viennent, entre autres. OK. Comme la fête des enfants, le sapin illuminé. Parfait. Alors... on se dit à bientôt. On se voit très bientôt. Je suis contente de recevoir Pierre Landry, un habitué, un homme connu, associé au Chœur polyphonique depuis plusieurs années. Depuis, moi, ça fait 15 ans que je fais partie du CA, mais ma blonde chante depuis 21 ans. OK. Puis j'ai su que tu avais eu une nomination. Oui, c'est que à la suite de l'Assemblée générale annuelle, on m'a désigné comme président du conseil d'administration. Bon. Je pense que c'est un choix judicieux de la part du conseil d'administration. Je ne sais pas. En tout cas, j'essaie de m'en acquitter du mieux possible. Dis-moi, Pierre, je te demande tout le temps la même chose, là. Il me semble que quand je suis revenu dans la région en 2000, le Chœur polyphonique avait déjà bien son ancrage. Ça fait quelques années. Quelques années. On a commencé en 1997 et ça fera 30 ans dans 2 ans. Alors déjà, on prépare les célébrations, les activités pour le 30e, mais pour l'instant, c'est encore sous le couvercle de la marmite. Oui, c'est ça, c'est correct, mais c'est bien de se préparer quand on a des gros événements comme un 300e ou un 30e, parce que c'est quelque chose de traverser le temps avec... je sais qu'il y a eu des années où vous aviez beaucoup de choristes, puis ça a varié, mais se tenir dans le temps, ça prend des gens qui y croient. C'est de perdurer. C'est ça la grande difficulté. Puis surtout après la pandémie. La pandémie a été difficile pour le Chœur polyphonique, puis probablement comme pour beaucoup d'autres organismes. Le nombre de choristes a fondu. On s'est ramassé avec 28 personnes. Alors qu'au début, il y en avait 110. Oui, je me souviens. Moi, quand je suis arrivé, j'étais impressionné. Est-ce que ça a toujours été Sylvain Landry, le chef, le grand Manitou? Le grand Manitou, le grand chef. Il est là depuis les tout débuts. Et c'est lui qui dirige tous les concerts. C'est lui qui prépare chacun des programmes musicaux en tenant compte des capacités des choristes. Parce qu'avec la réduction du nombre de choristes, ça pose des défis de trouver des œuvres qui se prêtent à un chœur plus réduit. Mais on est chanceux, depuis 2 ans, on a recommencé à augmenter le nombre de choristes. Bon. Et cette année, je pense qu'on en a 4 ou 5 de plus. Ça fait une grosse différence à un moment Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. OK. Donc, vous réussissez à recruter. Oui. C'est pas facile, mais on le fait. Parce que les gens qui viennent assister au concert entendent parler du chœur polyphonique, et quand ils viennent s'installer dans la région, ils disent « Ah, j'aimerais ça chanter. » On leur dit « Venez. » C'est une belle activité. Oui. C'est bon pour le cœur, l'âme, le corps, c'est bon pour tout. Oui, apparemment, les gens qui chantent vivent plus longtemps, ou vivent mieux. Je sais pas. Moi, j'y crois, en tout cas. Pierre, donc, vous allez nous présenter un spectacle assez bientôt, là. Oui, le 23 novembre, à 15 h, ça c'est important, 15 h,
Parce que d'habitude, c'est 14 heures, mais là, c'est 15 heures cette fois-ci. C'est à l'église des Éboulements. Oui, c'est rendu votre lieu chef maintenant. C'est ça. Un bon compromis entre l'Est et l'Ouest, ça permet à tout le monde, en peu de temps, de pouvoir aller assister à un merveilleux concert. Oui, puis l'acoustique est bon oui. dans l'église, alors c'est facile. Et puis, le concert, c'est un concert d'expérience. Ça s'appelle Expérience, nature et légende. OK, expérience. Qu'est-ce que vous allez nous présenter de différent? C'est que les œuvres qui sont présentées portent sur la nature et sur des légendes par différents autres compositeurs. Mais la partie expérience, c'est à la fois pour les choristes et pour les spectateurs. Oh. Parce qu'on a un orchestre virtuel. Un orchestre virtuel. Wow! Hey, ça, je sais pas, là, mais il faut être au quart de tour au métronome, là. Oui. Hein? Parce que... L'avantage, c'est que ça prend moins de place. Oui, je comprends. Alors, c'est ça, c'est que le chœur, les choristes doivent s'habituer à chanter avec un orchestre virtuel où tout est vraiment à la seconde près. Oui. Et il y a une pianiste qui accompagne. René Gagnon. C'est René Gagnon. Toujours, c'est René, c'est la notre... virtuose. Oui. Et puis, on a une soprano, Rose Lebeau-Sabourin. On a un baryton, Marc-André Gagnon, qui est issu de Charlevoix, qui est un produit du chœur polyphonique. Il a commencé avec le chœur polyphonique. Wow! Ça lui a donné le goût d'aller dans une carrière de chant? Oui, parce que c'est une voix de baryton, à mon avis, assez exceptionnelle. Ah oui? OK. Il chante à Québec maintenant, puis il vient chanter avec le chœur polyphonique régulièrement. D'ailleurs, je suis allé l'écouter hier, dimanche, à Québec. Dis-moi, j'ai une question de curiosité, Christian. Avez-vous déjà produit une revue sur le chœur? Oui, on avait fait l'histoire, je pense que c'est le 15e du chœur polyphonique, parce que c'est quand même intéressant d'une initiative culturelle pour les gens qui habitent la région de Charlevoix. Alors, c'était quand même une expérience qu'on trouvait très intéressante de témoigner avec le travail de Sylvain Landry et tous les choristes. C'est vraiment une expérience qui est vraiment intéressante, qui est vraiment pour les gens de la région. Oui. Alors, évidemment, le chant, ça s'apprend. Il y a une sorte de talent, de voix qu'on apprend. Il y a une sorte d'apprentissage. Et puis, le chœur, c'est un organisme culturel qui perdure. C'est très rare, c'est très difficile de faire vivre un organisme culturel dans une région. Oui. Alors, je pense que c'est une belle expérience. Bien, nous, on est chanceux parce que une bonne partie des choristes, maintenant, ce sont des gens de Charlevoix. Des gens qui se sont installés dans Charlevoix. Quand je dis de Charlevoix, pour moi, quelqu'un qui s'installe dans Charlevoix, c'est un Charlevoix. Oui, moi aussi. Il ne faut plus faire de distinction parce que qu'on l'ait choisi ou qu'on soit né, notre fibre, notre cœur va vibrer aussi fort. Oui. Puis, parmi les autres artistes, il y a Karina Laliberté, qui est violoniste, et puis René Gagnon, pianiste. OK. Donc, vous allez avoir quand même des chanteurs qui accompagnent le chœur, une violoniste, une pianiste, plus le côté virtuel de l'orchestre. Oui, tout ça, ça se mêle. Parce qu'on parle de nature, on parle de légende, alors on va dehors, on revient à l'intérieur. Oui, OK. Est-ce que vous allez avoir un concert de Noël? C'est notre concert habituel d'automne, ça. D'accord. Nous le faisons à cette date-là parce qu'on veut éviter d'être en conflit avec les concerts des autres chœurs de chant de Charlevoix. Parce que traditionnellement, c'était la première fin de semaine de décembre, le premier ou quelque chose comme ça. Et on était toujours à cheval sur les uns les autres. C'est plate de présenter un concert le dimanche après-midi en sachant que les gens ne peuvent pas aller au concert de l'autre chorale le dimanche après-midi. Oui. Alors, on essaie de devancer. C'est moins facile parce que... C'est un challenge. Quelques semaines, des fois, peuvent faire une différence quand on se prépare. Oui, c'est difficile pour ça. Mais c'est bien comme ça. Et puis, donc, c'est votre concert qui va clôturer l'année 2025, l'automne. Mais on est habitué de vous avoir au printemps aussi dans une production. Oui, il y a un concert de printemps qui est en préparation. Ça aura lieu le 31 mai 2026. J'en dis pas davantage. D'accord. Alors, ça nous laisse sur un suspense incroyable. Oui. D'ailleurs, je te remercie d'être venu. On regarde une petite capsule qui va vous faire un récapitulatif du concert du chœur polyphonique le 23 novembre à 15h aux Éboulements. Merci. On regarde ça. Merci, Josette.
Chœur polyphonique de Charlevoix présentera dimanche, le 23 novembre, 15 h, en l'église des Éboulements, Expérience, nature et légende. Un concert d'une toute nouvelle facture. Ce concert mettra en vedette, en plus des choristes du Chœur polyphonique de Charlevoix, Rose Lebeau-Sabourin, soprano, Marc-André Caron, baryton, Karina Laliberté, violoniste. De même que René Gagnon, pianiste, tous sous la direction du maestro Sylvain Landry. Vous pourrez y entendre des œuvres des compositeurs Rémi Saint-Jacques, ainsi que de Ola Yellow. Expérience, nature et légende. Dimanche, le 23 novembre, 15 h, en l'église des Éboulements. Ce que je tiens dans mes mains. C'est très précieux parce que c'est déjà épuisé, Christian, c'est incroyable. Absolument. Dès le lancement qu'on a fait à l'île aux Coudes, on a épuisé le numéro. Alors, vous avez la dernière copie qu'on a dans nos bureaux. Puis là, j'attends justement la livraison. On fait une réédition, on fait 300 copies supplémentaires. Alors, c'est déjà, dès le départ, un beau succès. C'est le numéro 111-112 de la Revue d'histoire de Charlevoix qui s'appelle « D'autres regards sur l'île aux Coudes ». Alors, on connaît Alexis Mailloux, qui est l'historien de l'île aux Coudes, qui a écrit vers 1879. On connaît Pierre Perrault, évidemment, les films sur les voitures d'eau et tout ça. Là, on a tout un nouveau volet de l'histoire de l'île aux Coudes. Alors, ça démontre, ce numéro-là, qu'on peut toujours parler de nouvelles choses sur un sujet comme l'île aux Coudes. Alors, tout à l'heure, on avait, évidemment... À Petite-Rivière-Sainte-Foy, les gens s'appellent les Anguilles. À l'île aux Coudes, c'est les Marsouins. Alors, on présente l'histoire, des volets de l'histoire des Marsouins qu'on ne connaissait pas auparavant. Puis, qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire une autre édition sur l'île? Alors, on avait fait un numéro, c'était le numéro 19. Là, on est rendu au 111. Et puis, Pierre Perrault, c'est 27. Alors, on s'est dit, c'est une belle occasion de reparler de l'île aux Coudes. Mais l'élément central, c'est un livre, c'est une maîtrise de Jean Simon qui a été faite en 1946. Jean Simon, c'était un urbaniste, un sociologue. Et il a fait une enquête de terrain à l'île aux Coudes en 1946. Et on s'est dit, bon, ça serait intéressant de publier ça. De quelle manière? Alors, on a fait une approche avec Pascal Huot, qui est un ethnologue, alors qui a fait un travail de synthèse, de synthétiser. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean Simon est allé vraiment sur place en 1946. Il a fait le tour de l'île, il est allé voir les curés, il est allé voir les gens. Alors, on a un tour d'horizon, on a la vie sociale, la vie culturelle, la vie économique. Alors, le magasin général, c'est Pierre Boudreau. On est sur place, on a la composition, on sait comment les gens vivent, les familles. Alors, c'est le texte de Pascal Huot qui fait une vingtaine de pages, qui aurait pu faire l'objet d'un livre. Alors, ça témoigne de ce qu'était l'île aux Coudes en 1946. Alors, on se dit en 1946, c'était une île qui était un petit peu isolée du monde. On se rend compte que c'était un milieu qui était très moderne. Les gens, déjà, allaient travailler à Montréal comme débardeurs. Alors, on allait vivre à Montréal pendant l'hiver. Pendant l'été, l'hiver, on venait à l'île aux Coudes. Alors, ça fait toute une dynamique qui est particulière à l'île aux Coudes. Alors, Pascal Huot, le mémoire de Jean Simon, ça s'appelait « Une île d'Adon ». Une île d'Adon? Oui, OK. On connaît le mot d'Adon. On a une chance qu'on sait ce que ça veut dire dans Charlevoix, parce qu'il y a bien du monde. Oui. Alors, c'est une île qui est bien d'Adon. Alors, on a vu, même les gens de l'île aux Coudes qui ont fait une présentation, ont connu cette époque-là, ils disent « Ah, je ne connaissais pas ça. » On a vraiment des détails inédits. Alors, c'est ce qui compose le gros du numéro. Mais également, on a un texte de Serge Gauthier qui parle de Yves Martin. Alors, dans les années 50, on a eu toutes sortes de projets assez étranges. Comme dans le Bas-Saint-Laurent, on a dit on va fermer des villages. Et à cette époque-là, on a pensé fermer l'île aux Coudes. On a utilisé le mot un dépeuplement rationnel de l'île aux Coudes. Non. On disait ça coûte rien. Ça coûte trop cher, cette place-là. L'économie est tergiverse, le cabotage va mal,
L'agriculture va mal, le tourisme non plus. Alors, tous les secteurs d'activité qui fleurissent aujourd'hui, c'est ça qui est un peu drôle en lisant cet article-là. Le cabotage, maintenant, c'est Industrie Océan qui s'est développé avec ça. L'agriculture, bon, les vergers pénaux. Et le tourisme, bon, évidemment, qui s'est développé à l'île aux Coudres. Alors, dans les années 50, on a pensé fermer l'île aux Coudres. On dit, ça coûte trop cher. Alors, on aurait perdu quelque chose. Alors, c'est un texte qui est très intéressant. Puis moi, je présente également... Évidemment, on parlait des quelques noms de famille, les Tremblay, les Bouchard. Alors, on a des ancêtres quand même, comme mon ancêtre Harvey. Oui. Alors, moi, je fais une analyse de l'Harvey dénombrement de 1738. On a le nom des premiers habitants de l'île aux Coudres, la localisation de leur terre, et puis qu'est-ce qu'ils faisaient comme pratique. Là. Alors, les gens qui font de la généalogie, les Tremblay, les Dufour, les Harvey. Alors, vous savez à quel endroit était située la terre de votre ancêtre. Évidemment, ça a essaimé par la suite vers la Malbaie, vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, il y a toute une présentation. Et il y a également des textes de Normand Perron qui présentent l'histoire des pommes de terre et des pommes, qui sont vraiment des éléments très spécifiques de l'île aux Coudres. Oui. Alors, on a lancé ça dernièrement au moulin de l'île aux Coudres. 14 et 15 octobre, ça a fait un tabac. Exactement. Puisque toute l'édition au complet a été vendue. Absolument. Puis évidemment, on attend les prochains numéros d'ici à demain. Bientôt. Alors, on va pouvoir faire une livraison à l'île aux Coudres. Alors, les gens vont pouvoir avoir cette copie-là parce que c'est vraiment une pièce unique. Je pense que les gens qui aiment lire, il y a une belle lecture pendant l'automne et l'hiver. Je les invite à se procurer là. OK. Combien ça coûte, cette revue-là? Celui-là, il est à 20 OK. Alors, c'est un plus gros numéro double. Il y a 52 pages. Alors, on peut l'acheter directement sur la page de la Société d'histoire, www.shistoire-charlevoix.com. Alors, vous pouvez commander votre copie et puis vous allez avoir une livraison à la maison. Également, à la librairie Baie-Saint-Paul, à Baie-Saint-Paul, on va avoir quelques copies bientôt. Je vois à l'endos aussi de la revue qu'il y a des livres. Oui, absolument. Il y a quelques livres que tu nous as apportés d'ailleurs. Absolument. On a le capitaine Marc Harvey qui est encore le capitaine pendant l'été sur le Trans-Saint-Laurent qui fait le lien entre Saint-Siméon et Rivière-du-Loup. Okay. Alors, il est originaire de l'île aux Coudres et il nous fait l'histoire de l'île aux Coudres. Ça se passe même à l'île aux Coudres. C'est une belle photographie. On voit la traversée en canot l'hiver. Mais comme je lui disais à Marc Harvey, votre description est très bonne, mais ça ne donne pas le goût de le faire. C'était vraiment risqué. Parce qu'il raconte d'ailleurs que pendant l'hiver, un équipage, évidemment, les gens étaient déportés pour le vent. Souvent, ils arrivaient jusqu'à Petite-Rivière-Saint-François. Il s'agissait d'un petit intervalle de temps et puis c'était très risqué. Alors, disons que c'était pas moins poétique, sa provision, mais c'est vraiment intéressant. Aurais-tu fait ça? Ferais-tu ça, toi, traverser de même le frais? Aimerais-tu ça, vivre l'expérience? Je suis allé, par exemple, à l'île aux Coudres dernièrement. Je ne connaissais pas. Je n'étais jamais allé auparavant. Écoute, c'est tellement beau. C'est magnifique. Oui, c'est beau. C'est incroyable. C'est un endroit là, paradisiaque, carrément. Ensuite, on a également Secret de Charlevoix. On avait fait une chronique à l'époque avec Pierre Rochette sur sa page web, et c'est des chroniques qui présentent des bâtiments anciens de Charlevoix. Et là, on dévoile un peu les secrets derrière ces bâtiments-là. On voit un bâtiment sur une rue, on se dit « Ah, peut-être ça a été un commerce à l'époque. » Alors, un petit peu des historiques. Et Secret de Charlevoix, mais c'est pas à l'île aux Coudres, là, parce que je vois que c'est plus Pointe-au-Pic ici, il y a un petit peu tout Charlevoix. Il y a la maison d'accord. Leclerc, par exemple, à l'île aux Coudres. C'est vraiment charlevoisien. Ensuite, moi, j'ai fait des chroniques sur Le Temps d'une paix, évidemment, un téléroman qui est très connu des Québécois. Alors, c'est des chroniques qui présentent un peu l'aspect de Charlevoix. Bon, je vais voir le moulin qu'on trouve de Siméon Desrosiers. Bon, ce moulin est situé là à tel endroit. Évidemment, le garage de Joseph Arthur, la maison de Joseph Arthur. Une présentation historique de tous ces éléments, les intrigues, les personnages. Alors, ce sont des chroniques sur Le Temps d'une paix. Ça permet de découvrir ou de redécouvrir des aspects qu'on ne connaît pas nécessairement derrière la caméra. Il y a un petit dernier qui sera lancé prochainement, le 15 novembre prochain. Ah oui? C'est La petite histoire de Charlevoix de Léo Simard. Alors, Léo Simard avait été un journaliste, faisait des chroniques dans le plein jour sur Charlevoix dans les années 70-80. Et en 87, il avait lancé La petite histoire de Charlevoix. Et on s'est dit que ce serait bien de faire une réédition. Alors, c'est une réédition avec une présentation améliorée de ce livre-là qui est intéressant.
Il parle de différentes personnes. Il y a Alexis Le Trotteur. Alexis Le Trotteur, Rodolphe Forgette, on découvre des... Oui. Comme on disait, il trouvait des mémoires d'anciens, des personnes âgées qui avaient travaillé les élections. On a comme des potins, mais disaient, bon, pendant les élections, dans ce temps-là, il y avait des bagarres, les gens y envoyaient des bouteilles dans les maisons, cassaient des carreaux. Hein. On a l'image que les campagnes électorales, à l'époque, c'était pas toujours jojo. C'était très intense. Souvent, il y avait des bagarres, puis c'est ça qu'il raconte un peu, c'est vraiment le derrière. À l'arrière, évidemment, des personnages comme Alexis Le Trotteur. Oui. Alors, Laure Godreau, là, qui évidemment est la pionnière du syndicalisme enseignant au Québec. Alors, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Moi, j'avais 9 ans à l'époque, mais j'avais dit à ma mère, je vais avoir ce livre-là. Alors, je trouvais important de rééditer parce que ça m'a beaucoup intéressé à l'histoire, ce petit livre-là. Et maintenant, c'est ça, la présentation est un peu plus soignée. À l'époque, bon, la première édition, les pages s'arrachaient. Puis... Disons que la présentation est plus solide. T'en retrouvais un peu partout. Dis-moi, Christian, tous ces livres-là, on peut se les procurer soit chez vous ou à la librairie? Oui, à la librairie Bain-Saint-Paul. Okay. Alors, il va y avoir des copies de tout ça sur notre page Internet www.histoirecharlevoix.com. Et on fait une livraison sans frais de postaux. Alors, on intègre ça dans le prix. Alors, on fait ça quand même une belle aubaine pour les gens. Oui. Bien, écoute, merci. Ça a été super intéressant de te recevoir. J'espère que tu reviendras nous parler soit du Festival des Anguilles ou soit du Chœur polyphonique encore une fois. On ne sait pas. Absolument. Alors, est-ce que ça serait possible? C'est tout à fait possible. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Sommes-nous en train de dévoiler un scoop incroyable? On ne sait pas. David nous dira. Ma grand-mère me disait toujours que le mot « impossible » n'est pas français. Ah, que c'est beau, je vais le retenir. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Ça a été agréable de partager ce moment avec vous. Alors, je vous dis à la maison, à bientôt.